Bonjour à tous, et au programme de ce nouveau Kiffcast, nous allons parler de la sortie en salle de Get Out, puis nous discuterons de la relation entre le cinéma fantastique et la politique. Pour débattre autour de la table aujourd'hui, Fausto. Oui. Laurent. Oui, c'est moi aussi. Cyril. Votez pour moi. Et Xavier. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Et Véronique. On commence par parler de Get Out de Jordan Peele qui sort le 3 mai au cinéma. De quoi ça parle, Fausto? C'est toujours moi qui pitch, c'est vraiment pas rigolo. Tu es le pitcher. Voilà. C'est un film électrique en tout cas. Allez, Non, allez Laurent, allez, je croyais que vas-y. ça te plaisait, alors je te lançais à chaque fois, mais... Non. Donc c'est un film électrique, Jordan Peele, voilà. Okay. C'est fait. J'ai pas compris. Je sais, c'est pour ça que je 3 le fois, répète. on y arrive. Get Out, c'est un film américain produit par Jason Blum et réalisé donc et écrit, il me semble, par Jordan Peele, qui est la moitié d'un duo comique assez célèbre aux États-Unis qui s'appelle Key and Peele. Pile et face. Non, c'est pas ça. Et qui ont notamment fait au cinéma le film Kinyu avec un chien qui se fait enlever et qui s'appelle Kinyu. Voilà. Et donc c'est l'histoire d'un jeune photographe black de New York, si je ne m'abuse, qui réussit bien sa vie, notamment parce qu'il a une petite copine blanche très mignonne. Et bien sûr, je fais exprès pour être dans le ton du film, hein, parce que c'est très raciste ce que je dis. Et sa petite copine lui propose d'aller pour la première fois rencontrer ses parents dans leur grande maison en campagne. Et quand il arrive, il est très très bien accueilli, voire trop bien accueilli, puisque dans un moment très drôle du film, le père, enfin le beau-père le chope dans les bras, l'embrasse et lui fait moi si j'avais pu j'aurais voté 3 fois pour Obama, donc ça met bien le décor en place. Et il va se rendre compte que cette famille qui a l'air idéalement progressiste, elle est peut-être un peu trop et qu'elle cache un lourd secret. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Il a rien fait à résumer quand même. Je crois que Fausto était indépassable là-dessus, mais. Ah non, il est bon, Laurent. Moi, j'ai appris auprès du meilleur. Il est bon. Ah, pourtant, les pitchs, c'est quand même chiant à faire. Mais non, très très bien résumé. Ouais. Ouais, bah, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Donc on va spoiler évidemment. Ah oui, là, je pense qu'il faut c'est avancer de 10 bonnes minutes au moins. Ouais, on vous dira, on fera un petit marquage sur SoundCloud. Je voulais pas vous faire spoiler. Garantie 100% spoiler. Voilà. juste Donc, pour dire, qui ne l'a pas vu? Juste pour dire, on fait un thématique politique Ouais, parce qu'on enregistre ce podcast pendant l'entre-deux tours. Là, Voilà. on est à J-5 avant l'élection de Marine Le Pen et on ne sait toujours pas qui va être élu. Dans l'entre-deux-jambes de Marine Le Pen. Voilà. Entre-deux tours, pardon. Voilà. Donc, c'était l'idée de faire ça pendant l'entre-deux tours. Là, quoi. Voilà, comme ça on est complètement neutre. Voilà, nous là, on pense encore qu'on est en démocratie, donc c'est cool. Voilà. Voilà, je Alors finis. que quoi qu'il arrive, on ne sera plus en démocratie. Donc à part moi, tout le monde l'a vu, c'est ça? C'est ça. Ok. Véronique, Donc, ton tu avis alors? sors. Donc je suis sur le... Ah, on va te spoiler ta race. Mais oui. Du coup, C'est pas grave, je suis prête à tout pour ce Pifcast. Oui, parce que c'est un film à twist. Oui. En D'accord. plus. Non, il est. À twist, donc à multiples twists. Je vais rechercher ta blague. Non, cherche ta je vais blague. pas la finir, c'est ça qui est drôle, c'est pas la finir justement. Qu'est-ce que c'est sa blague? Ben, il sait Donc, pas. qui commence? Bah pourquoi c'est un film politique déjà et fantastique? Bon, déjà c'est un film ouvertement politique. Oui, Là pour ça, le coup, on n'est absolument pas dans la métaphore, mais je trouve le film plus intéressant en fait que American Nightmare, c'est ça? Bah, c'est vrai qu'American Nightmare pour le coup Parce que c'est le même producteur du coup. Voilà, c'est toujours Jason Blum. American Nightmare met les pieds dans le plat de manière très très évidente et surlignée. Ça ne veut pas dire que Get Out est un film d'une finesse extrême, mais en revanche, c'est surtout la façon dont il évoque le racisme qui est intéressante. Parce qu'en fait, le film parle du fantasme racialiste que certains blancs ont à l'égard des noirs. Et c'est très piège et insidieux, pour reprendre cet adjectif-là, puisque en fait, ça passe comme quelque chose de positif au début du film. C'est-à-dire que le personnage donc dont j'ai oublié le nom dans le film, pardon, mais en tout cas ce jeune photographe qui débarque dans cette maison et dans cette famille est perçu un peu comme l'être idéal. Et en fait lors d'une espèce de cocktail en fait où le voisinage et des amis proches sont invités, où on se retrouve vraiment de plein pied dans la bourgeoisie blanche américaine, on se rend compte que il est l'homme idéal, pas uniquement pour sa belle famille mais aussi pour d'autres personnes en fait qui sont invités durant cette réception-là, et au détour de quelques dialogues plus ou moins fin d'ailleurs. C'est Ouais. un des petits défauts du film d'y aller peut-être un peu trop franco à ce moment-là. Exactement. Mais en revanche, voilà, ça met le doigt sur tous ces clichés racialistes, les noirs qui sont d'excellents sportifs, les noirs qui sont d'excellents amants, et de fait, ça
enfonce effectivement des portes ouvertes, mais en même temps, ça détourne aussi ce dont on pouvait s'attendre en fait du film. Du coup, c'est pas un racisme à la Trump. Non, carrément pas. Pas du tout. C'est pas. C'est un racisme bienveillant. On a beaucoup dit que c'était un film très vraiment ancré dans l'air du temps à la Trump, alors qu'en fait c'est presque l'inverse. C'est admirer une race pour des caractéristiques qui sont elles racistes, puisque oui, racialiste en fait, c'est vraiment ça, ouais. Dans le sens basique du terme, c'est-à-dire une caractéristique de la race, un stéréotype en fait comme en avant, et vouloir posséder ce stéréotype parce qu'on se sent soi-même en tant que blanc inférieur. Voilà, le film parle là-dessus. Donc du coup, c'est pas la peur de l'autre, l'envie que l'autre s'en aille, c'est la peur de devenir l'autre parce qu'on le fantasme meilleur que soi dans certains domaines. Et même si effectivement la scène de la réception, qui est une séquence charnière en fait du film, est pas hyper fine en termes d'écriture, là où elle est intéressante, c'est qu'elle fonctionne par glissement, c'est-à-dire que le personnage en fait papillonne d'un invité à l'autre, et puis on lui sort 2-3 remarques. Alors bon, c'est vrai que quand c'est une dame d'un certain âge qui commence à fantasmer sur ce que pourrait être un noir au lit, très sincèrement on sourit, et c'est là que le réalisateur il marque un point, c'est qu'on se dit ah bah ouais, après tout cette nana là bon, elle a un certain âge, elle fantasme de manière un peu puérile sur un bel effet black, et puis après il rencontre quelqu'un d'autre, et puis cette personne-là lui sort un autre truc, et puis encore un autre truc après, et au fur et à mesure que le personnage commence à glisser dans cette espèce d'ambiance très, très malaisante, là, ouais, on se rend compte qu'on est de plein pied chez les fous, et puis ça va déboucher sur quelque chose d'encore plus fou, quoi. Et donc c'est là qu'intervient le fantastique. Oui, clairement. On peut... L'horreur même. Oui, l'horreur, en fait. Et puis aussi le fantastique dans le sens où finalement c'est des savants fous. Qui se livrent à des expérimentations dans la cave dont on peut essayer. Spoiler. Allez, on a dit qu'on spoilait. Spoilons. Bon. En fait, le but de ces personnes-là, c'est de transposer le cerveau de vieilles personnes blanches dans des corps de blacks en bonne santé, jeunes et en bonne santé, pour qu'ils aient à la fois leur cerveau blanc, donc l'intelligence, la personnalité, mais dans un corps de noir, donc une mécanique plus efficace. Comme ils le disent dans le film, ce magnifique patrimoine génétique. Voilà. Donc, et en même temps, ce qui est marrant, parce que justement, cette histoire de patrimoine génétique revient presque à l'eugénisme, arrive presque au nazisme. Ah oui, mais c'est exactement ça. On est dans une forme d'être idéal qui est inversée par rapport au fantasme arien, qui est une espèce d'arianité intellectuelle mélangée à un fantasme physique africain. C'est tout ce qui fait vraiment le sel du film, qui par ailleurs marque des points dans pas mal d'autres domaines. C'est très très bien joué. L'acteur principal qui s'était déjà fait remarquer dans un excellent épisode de Black Mirror est génial. La belle famille, Catherine Keener est toujours aussi douée. Celui qui joue le père, je n'ai plus son nom en tête, mais il est aussi très bon. Il y a moi le reproche que je fais au film, il y en a deux vraiment. C'est que le payoff, c'est-à-dire la fin quand ça part en couille, le héros essaye de se libérer et se frite avec les méchants, est peut-être un peu trop expéditif et peut-être pas assez extrême, parce qu'en fait du coup le film véhicule quand même pas mal de choses assez tordues, et au final à la fin on aurait peut-être aimé que ça parte un petit peu plus dans l'extrême, ce qui n'est pas le cas. Et puis il y a aucun personnage pour acheter l'autre. Il y avait peut-être disons que c'est un petit peu, on va dire, systématique dans cette famille et tout cet entourage. Tous les blancs sont des tarés. Une fois que la menace est identifiée, malheureusement, il n'y a aucun personnage qui vient un petit peu contrebalancer ce manichéisme. Il y avait peut-être moyen, par certaines subtilités du scénario, justement, de sauver peut-être un personnage, on ne dira pas lequel, mais le contrepoint comique aussi, un peu chiant. Oui, c'est vrai qu'il y a un personnage secondaire. Un flic qui est en train d'enquêter pour retrouver son pote. C'est même pas un flic, c'est un flic, c'est un mec qui travaille à l'aéroport, à la douane. Et c'est vrai que moi, ça m'a rappelé un petit peu le même procédé de Wes Craven sur La Dernière Maison sur la Gauche, où pour ventiler un récit qui était vraiment hyper extrême, il était obligé de faire intervenir ces deux flics qui débarquaient en fait dans le film comme ça, qui constituaient une espèce de pause comique. Histoire ça met encore plus mal à l'aise en général d'ailleurs. Ouais, mais là ça fonctionne pas, parce qu'on a l'impression d'être dans une sitcom en fait. Ça te fait vraiment sortir, et puis c'est hyper étrange parce que dès la scène d'ouverture, t'as vraiment la sensation que Jordan Peele, donc qui a un ADN comique en plus, décide de couper les ponts avec ça. La scène d'ouverture, elle est vraiment brillante. On a une mise en place, je crois que c'est un plan séquence, où on va respoiler encore. C'est donc l'enlèvement d'un kidam black dans la rue, et la tension est vraiment hyper palpable. Il y a tout un plan séquence où on voit le personnage au téléphone, et puis une voiture qui commence à le filer tout doucement. Et
très sincèrement, quand on voit cette mise en place, on est hyper surpris. On se dit tiens, le mec sait mettre en scène, le mec a son projet dans sa tête, extrêmement pensé et mûri, il va pas dévier. Et effectivement, ces touches comiques qui... Alors je sais pas en fait, je serais assez curieux de savoir si elles ont été rajoutées de son propre gré, si ça a été une demande peut-être du producteur, histoire de pas être dans une histoire... parce que le film est vraiment sous cloche, on a la sensation d'être dans un univers sous cloche, un peu comme Les Femmes de Stepford, un peu comme dans Martyr aussi, puisqu'il y a l'idée de la secte. L'idée de la secte, Martyr c'est un peu une secte eugéniste en fait, enfin ils sont pas eugénistes, mais en tout cas on sent qu'ils ont quand même ils nourrissent des dessins particulièrement sombre et tordu, et on se dit tiens, effectivement le film marche très bien comme ça sous cloche. Puis il y a une progression polanskienne, carrément, pourquoi il des règlements qui fonctionnent vachement bien. Donc je sais pas si ça a été une volonté du producteur, de Jason Blum, de faire un petit peu de temporiser et peut-être de faire redescendre la tension à certains moments. Je serais curieux de rallonger la durée aussi, parce que c'est pas un film très très long, il me semble. Non. Mais ça, c'est bien, ça. 1h44, je crois. 1h44, il aurait pu se passer du coup de ce sidekick à distance qui c'est vrai, il est rigolo la première scène, à la deuxième, à la troisième, encore lui, à la surtout que c'est un cliché le perso. Oui, c'est vraiment le cliché du gros black, du gros black qui vanne à 2000 à l'heure. C'est drôle, c'est que en fait, j'y pense, c'est un cliché racialiste, mais de l'autre côté, dans l'autre sens, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est le gros Renoir, pote, sympathique, responsable quand même. Mais enfin bref, c'est un peu naze ça. Ouais. Mais du coup, c'est pas, enfin, tu penses pas que c'est volontaire et qu'il a mis ces personnages-là pour. Ça se trouve c'est un pote comique qui a voulu faire. Non mais tu vois, genre dans le sens de la parodie ou de la satire. Le film, il est quand même, il est assez conscient de son ton. Je le vois pas trop. C'est pas un film satirique du tout. Hein. C'est pas d'une subtilité folle globalement. Ce qui est subtil, c'est l'axe choisi pour parler du racisme. En dehors de ça, c'est pas un film subtil, comme on parlait par exemple la scène de la fête là, de la réception. Quand la vieille dame lui caresse le bras en parlant de la taille de sa bite, voilà, est-ce qu'il y avait peut-être des choses plus subtiles pour amener ça. Lui caresser la bite en lui parlant de la taille de son bras. C'est d'ores et déjà la meilleure vanne du Pifcast. Oui, par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est justement surtout le personnage principal, parce que lui, il a un rapport au racisme qui est aussi super intéressant. Il est vraiment dans une position où pour lui, le racisme, il est là, qu'il soit latent ou vraiment posé clairement. Il l'accepte. Et il l'accepte. C'est la scène du policier qui l'arrête. La scène du policier, par exemple. Et il y a plein de scènes comme ça où, par exemple, il dit à sa nana, de toute façon, il va se passer ça, il va se passer ça. Et au final... Ça, c'est un film plus le pénis que trumpiste. Voilà. Et là, du coup, à un moment, sa petite amie est choquée, justement, par le comportement des Blancs vis-à-vis de son petit ami noir. Et lui, il est là, derrière, juste... je te l'avais bien dit, mais bon, enfin voilà quoi, genre il y a pas de mal, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je trouve que ça marche vachement bien. Je suis désolé Véronique. Pour la scène de fin justement, où toi, enfin en tout cas moi ça a marché dans mon cas, où justement je me suis dit, bon ok, c'est un blanc qui va sortir, il l'a dans le cul. Voilà. Oui. Bon. Voilà, pour ce le film ça mais parle. Tu sais que j'ai cru comprendre qu'il avait tourné la scène... avec le flic, c'est vraiment le flic qui mais sort de la voiture. voiture. Je m'attendais à le voir. Apparemment, les deux scènes ont été tournées, scène happy end, scène pas happy end, fin happy end, fin pas happy end, et ils ont mis le happy end finalement. Ça, c'est la bonne idée du film, c'est Enfin, moi, je pensais que c'est le flic aussi. Je pensais que ça allait être le flic, une sorte de un vrai happy end. Mais vraiment, quoi, il te met dans une position où tu te dis, bon, voilà quoi, de toute façon, la nuit des morts vivants, bon, paf, voilà quoi. Moi, je dois être un des rares ici qui n'a pas trop accroché au film. Déjà, j'avais une grosse attente par rapport à ce que j'ai pu entendre parler du film, par rapport à son réception aux US et tout. Et je trouve ça un peu, voilà, comme tu disais, laborieux, Laurent, mais surtout, il y a des trucs efficaces. Moi, j'adore la séquence des enchères, en fait, avec le montage et tout en silence et tout. Je trouve que c'est vraiment réussi, mais je trouve que ça fait un peu tout ça pour ça. C'est qu'en fait, tout côté Wickerman dans cette scène, je trouve. Et tout le processus pour le récupérer, pour finalement l'endormir et faire la transplantation. Enfin, tu veux dire, il n'y aurait pas eu de film sans ça, mais franchement, faire tout ça, l'hypnose et tout, pour juste finalement lui donner un coup de bourdin sur la tête, tu vois, il va assommer. Quand tu vois que dans la première scène, la scène d'ouverture, il se contente juste d'enlever un mec dans la rue, et là, il faut le draguer, l'amener dans la maison, le faire se sentir en confiance. Un peu, après, il n'y a pas de film sans ça, quoi. Et surtout, il y a un truc, mais pareil, j'ai peut-être fantasmé un film qui n'était pas celui que j'ai vu, mais dans la bande-annonce, il y a des plans un peu fantastiques, genre il y a une sorte de CR qui s'anime comme un fantôme qu'on voit dans la bande-annonce US, la première, et que moi j'ai vu beaucoup. Et là, les seuls plans fantastiques, c'est les scènes d'hypnose. Et ce plan-là n'est pas dans le film finalement. Et moi, je m'attendais, on m'avait dit, tu vois, le final, il va être dément. Je m'attendais à un truc un peu plus que ça. Je m'attendais à un film où il y avait un peu plus que juste. Ce qui est bien, déjà, c'est.
Et je me dis, ah merde, finalement, c'est que ça, quoi. Mais ça, c'est juste peut-être moi et mon ressenti, parce que finalement, beaucoup de gens adorent le film, et voilà, j'ai peut-être été trumpé sur le. Justement, est-ce que tu penses que c'est le contexte, là, le fait que Trump soit président des États-Unis, qui fait que ce film-là émerge plus ou comme on disait tout à l'heure, on a parlé des The Purge, c'est un truc qui est déjà dans l'air du temps chez en fait, faut savoir que donc Bloom il fait des mauvais et des bons films, quoi, et donc nous on se retrouve voilà, et quand on a Split par exemple, Purge, qu'est-ce qu'il y a d'autre récemment, quoi, il y a le quoi, un truc bien je sais pas, Whiplash, ouais, ça c'est un bon Bloom, ça c'est en plus c'est un Bloom fantastique. Il y a eu Green Inferno, mais c'est pas vraiment lui qui l'a fait, mais bon, il a aidé à sortir après. Non, là, il a juste distribué. Il faudra mettre Ouija 2. Voilà, donc il a quand même fait des films politiques bien avant que Trump soit arrivé au pouvoir, donc on peut pas lui enlever ça, quoi, en tout cas. Quoi. Oui, mais je parlais de ce film-là, enfin le fait que ce film-là. Ouais, je pense que pour le coup, la réception aux États-Unis et la façon dont beaucoup de journaux et de sites américains l'ont mis en film étendard de la période Trump, pour moi c'est du raccourci. C'est du raccourci fainéant de journaleux qui fait du gros titre, alors que dans l'absolu le film n'a rien à voir, que ce soit Trump ou Clinton, le film aurait eu la même force. Il aurait marché tout autant, je pense, en fait, dans un autre contexte. D'ailleurs, les Purges, comme ça a l'air assez universel, comme racisme. Comme disait Cyril, les The Purge, le premier est sorti il y a maintenant 3-4 ans, donc on était loin de penser que Trump arriverait au pouvoir, et pourtant le film a bien marché. Parce alors qu'il montrait déjà une Amérique qui dressait un mur entre elle et la délinquance pour se protéger à l'intérieur de chez elle. Ouais, puis je pense qu'il faut aussi un petit peu lever le pied sur Trump, dans le sens où... Je le sens pas. Non, c'est pas ça, mais c'est tellement facile en fait de tomber à bras raccourcis sur les États-Unis depuis il est élu depuis 100 jours, c'est ça? Enfin, oui, l'Amérique n'a pas entendu Trump pour effectivement connaître des drames racistes, n'a pas attendu Trump pour pratiquer parfois une politique contre les immigrés un peu dure. Et le cinéma hollywoodien n'a pas attendu Trump pour faire du cinéma. Il y a eu le truc là, le Black Lives Matter, qui est le mouvement récemment où il y a eu beaucoup de bavures policières. C'était chou Obama, c'était sous Obama, tu vois, par exemple. Il était chou Obama. Non, c'était sous Obama, donc tu vois, par exemple, c'est typiquement le genre de chose que dit Fausto. L'Amérique n'a pas attendu Trump pour être complètement dysfonctionnelle à plein de niveaux. Mais bon, ne pointons pas trop du doigt l'Amérique. Nous sommes pas mal en la matière. Non, puis en plus, enfin. Le mec est au pouvoir depuis 100 jours, alors certes il est assez inquiétant, comme certains diagnostics de psychologie et de psychologues peuvent en attester, mais je sais pas, peut-être qu'on pourra se prononcer dans 6 mois de manière beaucoup plus ferme. Non mais enfin, je veux pas laisser le bénéfice du doute, mais c'est... Peut-être que ça va générer des super bons films fantastiques. Le fantastique n'est jamais aussi bon que quand la politique est troublée. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, parlons du cinéma fantastique en général et de sa relation avec la politique. On s'est dit, pour un peu structurer ce PIFcast, parce que c'est un domaine large. Sujet, n'est-ce pas? Qu'on allait faire des petits tours de table un peu comme ça. Chacun présentera son petit programme. Et est-ce qu'on fait par catégorie pour pas que ce soit tout le temps les mêmes exactement, on va faire par catégorie politique, c'est-à-dire les mélanchonistes d'un côté, les hommes libres de l'autre, c'est ça? C'est ça. Okay. Et les féministes de l'autre. Donc moi en fait. On va commencer par faire un tour de table pour que vous disiez, vous, quand on parle de fantastique et politique, c'est quoi le film emblématique qui représente ça pour vous, Xavier? Moi, La Nuit des Morts Vivants, même si c'est un peu hasard, mais ça tombait très bien dans l'air du temps. Mais comme beaucoup de films, des fois ils sont pas forcément ouvertement politiques dans l'écriture à proprement parler, avec un véritable message. Des fois c'est arriver à capter cet air du temps, arriver à le retransmettre dans un film et finalement tomber juste, peut-être même plus juste que si on avait vraiment décidé de l'écrire. Enfin voilà quoi. Romero s'est toujours défendu d'avoir voulu faire un film totalement politique, notamment sur le casting. Voilà, exactement. Peut-être que tu expliques pour ceux qui et en même temps, le film tombe pile poil au bon moment. Il veut dire vraiment beaucoup de choses. Justement, peut-être pour ceux qui n'auraient pas vu le film. En fait, on est dans une période d'émeute raciale et donc le personnage principal, le héros qu'on va suivre, est noir. Et c'est un film noir et blanc. On ne voit pas en fait. Oui. Olé. La blague quoi.
Ah, c'est pas possible. Et donc en fait, oui, la nuit des, enfin, la Et nuit ça des déjà, morts en termes de cinéma, à l'époque, c'était déjà... oui, c'était déjà parce rare, que bon, non Enfin, il me semble. Il y avait eu La Chair, le monde et le diable un peu de mais temps avec Sidney avant, Poitier, bon, Sidney Poitier, tu le fais passer n'importe où. c'est quoi. Sidney Poitier dans La Il me Chair, le semble monde que et c'est le diable. Sidney Poitier. Ah, peut-être. Mais en tout cas, oui, il y avait, mais c'était pas, enfin, si c'était le personnage principal quasiment de La Chair, le monde et le diable, le Black. Mais après, il y avait pas, enfin, si, il y avait quand même justement, le film était vachement intéressant à ce niveau-là parce qu'il y avait ce triangle amoureux entre un Black, une blanche et un blanc, et où la fille finalement préfère aller vers le blanc, pas parce qu'elle le préférait, mais parce qu'elle n'osait pas aller vers le Black, de peur de briser ce tabou qu'elle Bien, Sidney n'avait Poitier. aucun problème à briser. Tu avais donc raison, c'est Sidney Poitier, qu'elle n'avait dans l'absolu aucun problème à briser puisque c'était les 3 seules personnes a priori sur Terre à ce moment-là. Le film était très intéressant à ce moment-là, mais c'est peut-être le seul précédent de héros black dans un film de genre. Et en plus, on a vraiment et surtout, on a un personnage noir qui va vraiment prendre le pouvoir à un moment donné. Comme tout le monde connaît, hein, la relation entre les humains versus les morts-vivants, le fait que les humains vont eux-mêmes provoquer leur chute. Cette absence de communication entre eux, tout ça. Et cette scène finale. Et la scène finale, voilà, quoi, qui du coup, extraordinaire. Du coup, a été interprétée en fonction de l'ère du temps. Et c'est vraiment quelque chose que tu peux retrouver, par exemple, dans le catégorie 3. Ça, je vous en parlerai un peu plus le tard. fait même de l'histoire des morts qui reviennent à la vie et tout, est-ce que c'est politique aussi en soi il y a quelque chose à dire là-dessus, quoi. Il y a aussi après, tu as sur la dérive écologique, je crois que c'était un argument écologique. Non, c'est pas un satellite. Ouais, Enfin, on n'a pas donc il y a une radio. On connaît pas vraiment l'origine du mal. On il y a une suppose voix à la que c'est radio qui parle d'un satellite, je crois. qui parle d'un satellite, mais qui jamais ouvertement ne dit que c'est ce satellite. Et surtout, il n'y a Ce qui absolument pas l'empêche de question de tomber zombies. Hein. Et en Oui. plus. Il Tout à appelle fait. ça les ghouls, Georges Romero. Du coup, il y avait pas un contexte de guerre froide aussi qui était peut-être pour le coup... Ouais, au niveau de la La course à guerre l'espace, froide, machin. pour moi, c'était plus l'invasion des profanateurs de sépulture. Mm. Où tu as justement un être humain qui va perdre ses sentiments, se dépersonnaliser pour devenir une masse commune. C'est d'ailleurs un exemple très intéressant de saga, de remake, qui de film en film a repris un même argument pour ne jamais parler de la même chose. Ouais. Enfin, en tout cas, avec des nuances plus ou moins fortes. Comme les sauts. Mais justement, là où c'est... Non, mais attends, les sauts, ça, il va falloir qu'on en parle dans ce Pifcast, parce que les sauts, en matière de films politiques d'horreur américains, ça se pose là. C'est un film c'est une saga qui dit tout et son contraire, qui prône aussi bien la cohérence. Tu vois, c'est quand même un personnage qui veut tuer des gens, qui met des gens dans des instruments de torture pour les forcer à se rendre compte que la vie c'est bien. S'il se rend pas compte, il les tue. Et en même temps, lui-même tue des gens, certains des gens issus du système, notamment les mecs des assurances qui l'ont empêché de soigner sa maladie. Et en même temps, il est à la fois très bouchien. Très bouché aussi. Très bouchien dans sa façon d'imposer sa vue morale, mais en même temps c'est quand même un terroriste quasiment, parce que c'est quelqu'un qui tue des gens en Amérique avec des dispositifs. Enfin voilà, c'est n'importe quoi, saut en matière de politique, mais en même temps c'est très politique. Tu rappelles 3. Le 3. J'avais des chiffres en tête. Rappelle-toi, le 3. 5, je crois. Ça. Saut 5, c'était en pleine crise des subprimes, Oui, et tout à il y fait. avait des assureurs. Il y avait un mec un agent immobilier. Il y avait un agent immobilier assureur. Ouais. Il y avait plein de Ouais. personnes qui évoluaient donc dans ces milieux professionnels là, qui étaient vouées à mourir. Donc ça sert d'exutoire en fait Payback, aux gens. Oui, complètement. Le scénario, c'était réglé. C'est des films qui sont extrêmement réactionnaires, mais Oui. c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Hein. Du coup, toi, Fausto, film emblématique. J'aurais bien dit La Nuit des Morts Vivants en fait, mais Xavier l'a dit. il l'a dit, mais c'est vrai que Romero c'est un peu la tarte à la crème du cinéma fantastique, horrifique, politique, mais en même temps c'est un peu l'évidence. Et je crois que le moment où je me suis le plus aperçu de la portée politique d'un film d'horreur, où j'en ai vraiment eu conscience, c'était Zombie en fait. C'était donc le deuxième volet de ce qui était encore à l'époque qu'une trilogie à naître. Mais ouais, là pour le coup le message est clairement évident et aussi très surligné. Il est politique et social.
parce qu'il est donc question de la société de consommation et de tous ses aspects les plus cannibales. Mais Romero, après, n'a cessé de broder autour de ces obsessions-là, notamment dans des films plus méconnus et moins aimés, surtout. Je pense à Bruiser. Qui est génial. Ouais, qui est vraiment un film passionnant, variation autour du fantôme de l'opéra, mais dans un cadre capitaliste, avec un personnage qui finit par être un anonyme et perdre littéralement son visage. Et ouais, j'aime beaucoup ce film. Et puis bon, après c'est Night Riders aussi, c'est vraiment un film qui est passionnant d'un point de vue politique. La Nuit des Morts Vivants est intéressant parce que c'est devenu un film politique par accident. Enfin voilà, le casting de Duane Jones, tout ça. Land of the Dead reste. Et Land of the Dead, Land of the Dead est hyper intéressant. Après, on pourrait faire un podcast sur Romero, mais il est intéressant parce que Romero avait levé le pied malgré lui sur les zombies au cinéma. Il avait pu tourner de films zombies depuis Le Jour des Morts Vivants. Et il arrive à un moment où, politiquement, l'Amérique a changé. Il y a eu le 11 septembre entre-temps, et il fait une synthèse en fait entre l'Amérique de la fin des années 80 jusqu'à l'Amérique du début des années 2000, et il le fait à gros traits, comme toujours. Du coup, parce qu'il remet carrément en scène le World Trade Center. Il met en scène en plus un républicain pur jus, à savoir Dennis Hopper, donc c'est très drôle. Et un leader zombie black. Et voilà, le fameux Big Daddy, donc qui est un Spartacus tout à fait prolo, puisque il a sa combinaison de pompiste. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est assez passionnant. Et en plus, si on veut pousser un peu l'étude plus loin, quand on regarde la masse de zombies qui n'ont jamais été aussi bien caractérisés que dans Land of the Dead chez Romero, ils étaient caractérisés avant mais pas autant. On se rend compte que ce sont vraiment des prolétaires. Il y a une cuisinière, une infirmière, enfin voilà, il y a en plus c'est là qu'il y a eu le meilleur budget de toute sa saga zombie, il me semble, et en matière d'effets spéciaux, enfin de maquillage, en plus c'est le film le plus abouti de la trilogie, je trouve. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas pu concrétiser en fait tout ce qu'il avait eu envie de faire, notamment sur Le Jour des Morts Vivants, qui a été un tournage très très compliqué, et puis par la suite les projets sont un petit peu tombés à l'eau. Mais bon, après ce qui est intéressant avec Land of the Dead en plus, c'est que en fait Universal est presque revenu chercher Romero et lui a donné pas mal de pognon parce que l'horreur à ce moment-là était un genre porteur. Le film de zombies revenait, et du coup ils sont allés voir le parrain pour lui donner plein pouvoir. Bon, le film n'a pas super bien marché, il me semble, mais et après il n'a pas coûté trop cher non plus, le film, hein, mais en tout cas c'est vraiment celui qui a le plus de gueule en termes de photos, en termes de scènes, d'ambition des scènes. La scène de traversée du fleuve par les zombies, elle est extraordinaire. Pour moi c'est une des plus belles scènes que Romero ait jamais tournées. Elle est magnifique. Et puis bon, après du coup il est revenu à des plus petits budgets, mais intéressant. Diary of the Dead, c'est passionnant. Diary of the Dead. Moi, je crois que c'est peut-être vraiment un de mes Romero préférés. Le film est passionnant, assez politique, mais d'une façon beaucoup plus subtile. Ça parle du pouvoir de l'image, etc. C'est un des meilleurs fan footage. On oublie souvent de le dire, mais c'est vraiment un des meilleurs. Ça en tout cas, on va dire. Toi, Cyril, alors moi j'ai choisi donc Mortal Kombat. Ouais. Non, j'ai fait le blague tout à l'heure en antenne, je la remue parce que j'aimais bien. Moi j'avais pas entendu. C'était vraiment bien. J'ai pris Battle Royale de Kinji Fukasaku, qui est donc, pour rappeler l'histoire, c'est un futur assez proche. La criminalité chez les jeunes est super élevée, et du coup le gouvernement japonais décide d'instaurer pas une loi mais un... Merde, je tapote avec mon stylo, mais et la loi Battle Royale, qui en gros impose, fout une sorte d'une classe choisie au hasard de petits japonais sur une île avec. Ça c'est raciste. Fais gaffe. Parce que t'as dit petit. Non, t'as dit petit. Ah oui, ils sont pas très vieux quoi. Des jeunes japonais sur une île avec chacun un collier explosif autour du cou et des règles simples qui sont que le dernier en vie sera épargné, mais tous les autres sont tués, sinon. Leurs colliers vont exploser, voilà, si jamais ils font pas ce qu'on leur dit au moment où on leur dit, et ils ont tous des armes et ils doivent s'entretuer, donc voilà, et ça fait c'est extrêmement politique, ça montre une façon de résoudre un problème qui est donc la crise. Pire que le problème. Pire que le problème, du coup, on dit pour calmer les gens, on va leur faire un châtiment, une sorte de peine de mort où c'est eux-mêmes les bourreaux et donc aussi les victimes. Et le film est extrêmement politique, c'est un film complètement enragé.
et qui dépeint une solution où les adultes sont les témoins de ça, c'est qu'on voit les militaires qui encadrent le truc et qui ne font rien, qui sont là pour vérifier que tout se passe bien, et c'est leurs propres enfants, enfin c'est pas les leurs, mais c'est la jeunesse de leur pays qui doit s'entretuer pour pouvoir prouver que la violence c'est mal, quoi. Donc je trouve le film subversif, très saut d'ailleurs, quelque part dans la logique, un peu pareil. Oui, mettre des personnages dans un piège mortel pour les pousser à rester. Et on voit du coup l'âme humaine dans ce qu'elle a. Donc il y a des gens qui refusent tout combat, qui vont se suicider, d'autres qui au contraire jouent complètement au jeu et veulent zigouiller le maximum possible. Donc c'est vraiment ça montre que l'humain est le pire en soi, et le film fait ça de façon admirable, et je trouve que c'est vraiment un brûlot assez dingue, voilà, quoi. Il y a un côté Sa Majesté des Mouches aussi, justement dans la réaction, la façon dont ces enfants entre eux, gèrent ces émotions que des enfants ne devraient pas avoir à éprouver, et du coup elles sont décuplées chez eux parce qu'ils n'ont pas les filtres moraux, etc., qu'on est censé acquérir en vieillissant. Donc et tous les adultes sont vraiment, pour le coup, et Kitano qui joue dedans, un peu pas le gourd, mais un peu celui qui explique les règles, enfin pas qui explique les règles, mais qui va un peu instaurer que tout ça se passe bien. Il est à la fois cruel et par moments il peut être. D'ailleurs, le film est très drôle, notamment quand tu parles de règles, ça me rappelle les vidéos explicatives. Quand les ados arrivent dans le compound, on va dire, où c'est sur l'île, ils sont mis dans une pièce et on leur montre une vidéo qui va expliquer les règles, avec une présentatrice très kawaii, voix au perché, etc. C'est qui explique dans la joie et les bonne humeur qui vont s'entretuer, voilà. Et chacun reçoit un package, en fait, aléatoirement. Ils peuvent avoir dedans un fusil mitrailleur ou bien une pelle ou un marteau, voilà, quoi. Donc ils vont devoir se débrouiller avec ça, voilà. Et ça marche au Japon parce que de toute façon. Parce que nos limites, parce que les Japonais. Non, mais parce que je parle politiquement parlant, c'est parce que c'est ça dénonce. À la base, c'est un bouquin ou un manga à la base? C'est un roman. C'est un roman à la base qui a été adapté en manga et donc en film aussi. Et qui est à la base, il faut expliquer l'histoire, c'est qu'à la base c'était le fiston de Fukasaku, il était très âgé à l'époque quand il a fait le film, mais c'était son fils qui avait porté le projet, qui devait le faire. Et finalement c'est le papa qui l'a réalisé, quoi, et c'est son ultime film, parce qu'il avait commencé à bosser sur la suite et il est mort au début du tournage. Le fils écrivait, voilà. Kenta Fukasaku. Du coup c'est drôle parce que c'est un film sur le choc des générations, et il y a aussi un choc des générations en coulisses avec Kenta et Kinji, donc le père et le fils. Et par ailleurs, quand on gratte un petit peu et qu'on s'intéresse au making-of, on se rend compte que Kinji voulait aller beaucoup plus loin que son fils Kenta. Et donc, comme quoi, malgré son âge avancé, il a fêté ses 70 ans sur le tournage. On peut voir ça dans le DVD, c'est très beau. Tous les jeunes comédiens qui viennent amener un gâteau d'anniversaire à Monsieur Fukasaku. On se rend compte que il avait rien perdu en fait de sa fibre anarchisante, et qu'il était beaucoup plus abrasif que son fils. Et je pense que la raison, elle est extrêmement simple, c'est que son fils a été quelqu'un de très gâté par la société, alors que lui, il a connu l'après-guerre, il a vraiment connu la pauvreté, et de fait, ça a clairement influé sur sa façon de raconter une histoire, sur sa façon d'écrire des personnages et de penser des actions. Donc il était conditionné par son propre vécu et conditionné par la politique de son pays. Je sais pas, Fukasaku, c'est un anard. Je sais pas s'il est anard de droite ou anard de gauche, mais en tout cas c'est quelqu'un qui aime pas forcément rester dans les clous, donc c'est de toute façon un cinéaste politique, et il a toujours été tout au long de sa carrière. Dommage qu'il ait pas pu terminer Battle Royale 2, qui est quand même vraiment très mauvais, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis il avait, j'ai appris ça dans un merveilleux magazine qui s'appelle Atome. Il avait eu dans l'idée d'adapter un manga assez sympathique, The World Is Mine. J'ai avancé un peu dedans et c'était taillé pour lui, c'est clair. Qui est un manga politique aussi, et il n'a pas pu l'adapter parce qu'il est décédé avant, mais voilà. Laurent. Moi c'est Le Village de M. Night Shyamalan. On va demander est-ce qu'on peut dire à Cyril de le dire. Le pauvre, tu n'étais pas là lors du dernier podcast, il a littéralement il s'est essuyé les pieds à la gueule, ma chien malade. C'était chien malade. Voilà, chien malade, écoutez. Donc de M. Night Shyamalan, lui aussi, il se trompe. De 2004, film qu'il a fait après Signe. Film très décrié parce que après Sixième Sens et Signe, qui étaient des films vraiment ouvertement fantastiques, on lui a beaucoup reproché le twist du Village. Alors Le Village, de quoi ça parle? Oui, alors bon, j'espère que vous l'avez vu, ça date de 2004, vous avez eu le temps quand même, bande de petits sacripants. Ça se passe
on a l'impression en tout cas, dans les années 1800 et des bananes, dans une province américaine, dans la forêt, dans un village d'une communauté à la style mormon, qui vit retiré des grandes villes, etc. Non, ça on ne sait pas dans le film au début. C'est un village... Non, mais on voit quand même que c'est une communauté fermée qui va très peu à l'extérieur, ouais, etc. C'est plus un truc un peu médiéval et tout. Non, il y a quand même un côté mormon et cette petite communauté a l'air d'être sous le joug de monstres qui hantent la forêt environnante et qui fait que personne ne sort de la forêt et donc cette communauté vit en autarcie. On apprendra par la suite que ces monstres n'existent pas, que ce sont les gens qui dirigent le village qui incarnent ces monstres pour empêcher la jeunesse de sortir du village et de traverser la forêt, parce que de l'autre côté il y a une autoroute avec des voitures et qu'en fait on s'aperçoit à la fin du film que c'est un film contemporain sur une communauté qui vit retranchée sur elle-même par peur des autres, des étrangers, du monde moderne. Et qui crée donc ses propres monstres pour entretenir sa jeunesse dans la peur. Ouais. Voilà, donc du coup le twist est très déceptif surtout que je me rappelle que la promo du film jouait beaucoup sur le mystère de ces monstres, etc. Le film est visuellement magnifique et la silhouette, le look des monstres était gardé secret et on avait tous très très envie de voir le film déraper dans l'horreur, mais finalement la déception que certains ont pu éprouver, je trouvais tellement compensée par le fait qu'on s'aperçoit que là c'est une parabole, le film 2004, le 11 septembre en 2001, Bush au pouvoir, qui a attaqué l'Irak pour montrer du doigt des ennemis, voilà, on est en plein dedans, c'est une parabole même pas voilée, parce que vers la fin du film apparaît M. Night Shyamalan qui joue je crois un garde forestier en train de lire un journal qui parle de Bush, il me semble, et de la guerre en Irak. Donc le film a été un des premiers en fait à cristalliser ce que l'Amérique de Bush a fait, c'est-à-dire montrer du doigt un ennemi pour essayer de galvaniser toute une nation et en même temps avec des intérêts économiques derrière, et qui est finalement quelque chose qu'on retrouve en fait de tout temps dans la politique, et que fait très bien notre ami Marine, c'est-à-dire voilà, montrer du doigt un ennemi fantasmé ou pas, pour galvaniser derrière elle les sentiments négatifs, la peur, cristalliser les peurs, et du coup décomplexer aussi, on va dire, la façon dont les gens peuvent voir toute une catégorie de population, les étrangers en l'occurrence. Voilà, donc le film réussit à prendre ce mécanisme politique et à en faire une histoire très intime, très touchante, très belle, assez flippante. Il y a des scènes jusqu'à ce qu'on découvre le poteau rose. Le film est quand même très efficace, je trouve, en matière de suspense. Donc voilà, un grand film politique. Shyamalan a rarement fait de la politique dans ses films, c'est peut-être même la seule et unique fois, en tout cas, qu'il en a fait ouvertement. Et il s'est pas planté, le saligo. Ok. Bon, puisque vous me demandez pas, je vais donner le mien. Dis-nous. Non, je vais pas être très... je vais pas être. Je me suis fait spoiler. Je pensais qu'elle allait rebondir sur le village, donc c'est pour ça que. Pas laissé le temps. En fait, j'ai essayé, mais comme je parlais de Starship Troopers, j'ai pas trouvé le truc pour rebondir sur le village. Moi c'est Starship Troopers de Paul Verhoeven, c'est pas hyper original parce que c'est évidemment politique, mais justement c'est hyper emblématique, et en plus je trouve que par rapport à ce que vous disiez, il y a plein de choses, c'est-à-dire il y a le côté critique des médias, parce qu'il y a ce côté information snackable, je sais pas comment vous dites en français, mais voilà. Comment vous dites en français? Vous les gens. Et le côté aussi sélection qu'il peut y avoir dans Battle Royale aussi, il y a vraiment une espèce de sélection des gens, voilà. C'est-à-dire qu'il y a ceux qu'on envoie se faire tuer comme de la chair à canon, et il y a ceux qui sont un peu plus au-dessus, donc il y a aussi non seulement c'est la vie, ça, Véro. Mais justement je trouve ça très intéressant, et en fait je trouve que comme dans le village, il y a un mensonge aussi, et pas du tout de la science-fiction. Tu prends BFM TV, c'est ce qu'ils regardent à la télé dans le film, là le fait qu'ils aient pris des mauvaises décisions d'attaquer les aliens et que finalement ça déclenche toute cette énorme guerre contre les aliens, à la base c'est eux qui ont attaqué en premier. Mais ce qui est extraordinaire dans Starship Troopers, c'est que c'est un film complètement prophétique du 2001, du 11 septembre 2001 et de l'après en septembre 2001, et d'ailleurs le film parle de la même chose que le village, d'ailleurs ta transition est parfaite en fait. Mais je pense que plus il vieillit, plus il est effrayant ce film, et à chaque fois que je le revois je me dis oh mon dieu, mais quand je l'avais vu la première fois c'était aussi évident, c'est ça qui est bien, c'est quand tu vois selon ton âge, quand tu le vois, si tu vois un très bon film de science-fiction, et
Et après, plus tard, tu vois un très bon pamphlet, justement, antimilitariste, anti plein de trucs et tout. Voilà, parce que le mécanisme du film, c'est quand même un peuple étranger qu'on est venu emmerder chez lui, qui riposte, et la riposte est érigée comme un acte terroriste impardonnable, et du coup, on en profite pour envoyer l'artillerie lourde et envoyer au casse-pipe toute une jeunesse. Donc, enfin, on peut pas faire analyse plus pas lucide, parce que il y aura toujours des gens pour dire et qui a raison et qui a tort sur ce sujet, c'est très compliqué, mais en tout cas d'un des mécanismes évidents du terrorisme, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt les terroristes, mais en même temps si des mouvements, enfin des périodes de l'histoire comme la colonisation, etc., ne s'étaient pas déroulées, est-ce que on serait dans ce paradigme-là? On n'en sait rien. Oui, je voulais passer paradigme ce soir. Et d'ailleurs, tout comme Battle Royale, c'est un roman à la base. Tout à fait, de Robert Heinlein. Sauf que le roman est beaucoup plus de droite que le film. Oui, il y a quand même assez peu de rapport entre le bouquin et le film. Le bouquin, c'est vraiment des tranches de vie du soldat haricot. Et pas nuancé politiquement. Non, pas nuancé du tout. C'est vraiment de l'armement. Ils ont tous des armures pour le combat. C'est très très militariste. C'est de la SF premier degré, quoi. Ouais. Alors que du coup, dans Starship Troopers version Verhoeven, ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait qu'il ait récupéré la structure de son Soldier of Orange, qui lui, par contre, est un film historique qui parle de la Seconde Guerre mondiale. De là à dire qu'il est en train de te dire que les erreurs du passé sont les erreurs du futur, voilà. Oui, d'ailleurs, on a beaucoup glosé sur le côté nazi du personnage de Neil Patrick Harris et son long manteau en cuir à la fin, mais c'est totalement fait exprès pour rappeler justement, pour montrer que peut-être que les gentils, ceux que toute l'Amérique, enfin c'est les Américains, c'est les humains, ils sont censés être gentils, et finalement ils ont un petit côté nazi qui a beaucoup dérangé à cette époque, puisqu'il faut rappeler que le film a quand même été très 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 mal reçu, très mal compris. Je pensais que tu parlais de Matrix, je comprenais pas. C'est quand même grâce à Starship Troopers qu'on a depuis maintenant avant les commentaires audio dans les bonus. Attention, ceci n'engage que le réalisateur et uniquement lui, parce que les commentaires audio de Verhoeven à l'époque étaient un peu un peu à charge, et depuis à cette époque-là on a les droits, nous les studios on est pas politique, on est rien, on est gentil, nous on aime tout le monde. D'ailleurs c'est une très bonne transition vers notre deuxième catégorie, qui est donc les réals les plus engagés. Deuxième catégorie, donc il y aura une troisième catégorie, une catégorie 3. C'est Xavier qui va être content. C'était beau. Du coup, Verhoeven hyper politique dans quasiment tous ses films, ou non, des fois un petit peu premier degré. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, il est jamais premier degré. Non, il est intéressant parce qu'il renvoie tout. Enfin, il est tellement anti-manichéen qu'il est passionnant, quoi. C'est ça qui est génial. En fait, il renvoie dos à dos. Enfin, Black Book, ça renvoie dos à dos à certains moments nazis et résistants. C'est-à-dire que qui sont les méchants, il est toujours question chez Romero, il est question de choix d'hommes en fait, peu importe leur camp. Chez Verhoeven, tu veux dire. Chez Verhoeven, pardon. Et du coup, c'est ça qui est le plus important, c'est ce que choisissent ces hommes et non pas les pouvoirs. Ce que leur dicte le pouvoir. On a un déplacement d'empathie qui peut avoir lieu du côté ouvertement obscur, comme du côté qui est soi-disant plus lumineux. Et dans Black Book, il y a des nazis qui sont extrêmement charismatiques. Voire sympathique ou même sympathique. Enfin, c'est pas l'un n'exclut pas l'autre en fait. Et quand Verhoeven le montre, c'est intéressant parce qu'il le fait avec beaucoup de finesse et il le fait de manière parfois dérangeante, en tout cas pour ceux qui ne veulent absolument pas admettre ce genre de choses. Comme dans Soldier of Orange, vous pouvez montrer des résistants antipathiques. Bien sûr. La scène de fin de Black Book, pardon Xavier, la scène de fin de Black Book, pardon, mais la façon dont il montre les agissements des résistants hollandais, c'est pas mieux que c'est quand même chaud, quoi. On a l'impression d'être dans un camp de concentration. Et voilà, pareil donc du coup dans Soldier of Orange, en fait c'est un groupe d'amis à la base qui va éclater à cause de la guerre. Ils vont chacun faire des choix de vie, combattre, résister, ne rien faire ou aller dans l'autre camp. Et finalement, le personnage qui va aller dans le camp nazi n'est absolument pas quelqu'un qui prône spécialement le nazisme, qui n'est pas raciste, il est un faible qui se range voilà, c'est juste qu'il a des origines germaniques et à un moment, il va choisir son camp en fonction de ses origines, tout simplement. Et en fait, c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'il choisit le nazisme, mais d'une manière tellement simple, tellement naturelle. Il y a un moment, débarrassé d'idéologie. Voilà, on ne le voit pas comme un méchant,
Mais... Et que, à contrario, le héros est quand même un mec qui, dans l'absolu, n'avait absolument rien à foutre de C'est lutter. C'est ça. Il le fait parce que c'est plutôt rigolo. Finalement, c'est un peu ça, le personnage. Totalement. C'est pas le sous-titre d'ailleurs, Eric's Choice ou le choix du destin. Si, c'est le choix du destin. C'est le choix du destin, ouais. Donc, je rappelle juste qu'on a fait un podcast entier sur Oui. Verhoeven. Mais on pourrait citer Robocop. on a rien à foutre de ton intervention là. Non, mais du coup, Reste là. t'as fait un lapsus avec Romero, donc vous en avez largement parlé aussi. Qui d'autre Qui l'a choisi, Romero? Bah, c'était Fausto. Voilà. Fausto, Xavier. Il ne t'écoute plus. Ouais. Et du coup, Non, ils ont choisi le film, mais là on parle du réalisateur. Oui, emblématique, mais c'est pas la même chose. Bah, c'est emblématique, oui. tu veux Moi, dire je- Voilà, de mais quoi c'est vrai que du coup tu as déjà abordé Bah la oui, moi, classe je des sais rois. pas, c'est Romero, bien sûr. Bah, bien sûr. Et John Carpenter, on peut Qui a citer choisi Carpenter ici? personne, mais on peut en parler. Alors Carpenter après lui-même se définit pas comme un réalisateur de gauche, il Ah n'aime ouais. pas qu'on dise ça. Enfin, homo parce que politique. Bah, parce qu'il juste, il parce l'est pas en qu'il fait. l'est pas, voilà, c'est un- On n'a pas c'est dit un de bouquet gauche ou de droite, on a dit politique. Après, aux États-Unis, la gauche n'existe pas, il faut le rappeler, mais il y a que le centre ou la droite. Mais En France non plus. voilà. Jean-Luc. Et donc, On a dit qu'on était neutre. oui. Attention. et donc, oui, bah John, c'est surtout que c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, un peu comme Verhoeven, c'est quelqu'un qui aime pas les idéologies en fait. C'est plus ça en fait. C'est pour ça qu'on a souvent catégorisé Carpenter comme un cinéaste politique de gauche. Non, c'est qu'il aime pas les idéologies. Il a un côté cow-boy. Anard surtout quoi. Anard, cow-boy solitaire qui. Mais pour le coup, qui lui, n'accepte Anard de pas- droite. Oui, Anard de droite, mais dans ses. Asso, il fait que les voyous et les flics se retrouvent dans au point commun à la violence, on va dire quoi. Ils vont se retrouver pas dans la paix, mais dans la violence pour pouvoir s'en sortir. Ils sont obligés de cohabiter pour pouvoir se défendre contre d'autres gens. Et c'est pas deux trucs qui vont se réunir sur un truc positif, c'est plutôt sur un truc, voilà, un peu. Justement, Mais il y a que ce soit dans The Live ou dans New York 97 où il y a un côté Snake surtout. Plissken, c'est le double Snake Plissken, de c'est- oui, Carpenter, complètement. de ce Mais il qu'il y a- pense. Voilà. Et Snake Plissken, c'est vraiment un personnage qui, voilà, il ne veut ni Dieu ni maître. Et voilà, il y a personne au-dessus de lui, personne qui dicte ses lois. C'est vraiment, C'est vraiment des l'insoumission cow-boys. au-dessus de tout, Voilà, quoi. ouais. Mm. Donc voilà, c'est là que Carpenter est politique. On va dire presque qu'il est apolitique dans le sens où pour lui, aucune politique ne devrait régir la vie de ses héros, quoi. c'est comme Miller du coup avec le personnage de Max Rokatansky, je sais pas comment on le dit, bordel. Rokatansky, Ouais. c'est tout à fait. Qui est un personnage pareil aussi qui veut juste survivre, donc en fait s'en fout de. Bah, pas dans le Prendre premier, parti. dans le premier, c'est un oui, bon oui, film. c'est un mais flic, mais du coup oui, plutôt sur ce qu'on a Ouais. connu ensuite, le 2, le 3 et le Fury Road, c'est vraiment un gars qui veut juste survivre et il a rien contre les gens, mais il veut juste avancer et ça, est-ce qu'en soi Miller Il est plus lumineux quand même que Snake Plissken. Oui. Snake Plissken, c'est vraiment c'est un personnage. Il est désabusé comme Max, mais il a cette espèce de côté narquois qui fait c'est quand même un personnage qui juge, hein, Snake Plissken. Hein, donc, Oui, oui. Puis les films les plus politiques de Miller, c'est les Happy Feet, hein, il faut le dire. on en avait parlé. Ah oui, on en c'est avait pas les parlé. sorcières des flics non plus. Parce qu'on a fait un podcast. Qui d'autre donc qui avait mis un Recyclage de podcast. Moi j'avais pensé à Eli Ross. on a fait un podcast aussi. Sur qui on a fait un podcast, comme quoi on On a a déjà la tout suite fait, dans en les fait. idées. Donc voilà, on a déjà parlé largement, mais c'est vrai que moi j'aime bien que ce soit un réalisateur qui a une image un petit peu d'ado pourri gâté de l'horreur, avec sa tête de beau gosse. Ça, je et conteste, mais bon. et qui en tout cas et qui plaît à certaines femmes, mais qui finalement dans ses films passe quand même son temps à parler de sujets éminemment sociétaux ou politiques, même si ça n'a pas frappé tout le monde au début, puisque les hostels ont Mad a été parmi les premiers magazines à pointer le côté politique, mais ils ont surtout été retenus pour le côté torture porn, qui a un petit peu occulté le reste, et puis il l'a confirmé après avec Knock Knock, avec Green Green Inferno. C'est vraiment un mec qui aime bien chatouiller là où ça fait mal, même s'il le fait pas toujours avec la plus grande des finesses. En revanche, c'est quand même une constante chez lui que je trouve assez admirable. Et en France, on en a parlé tout à l'heure, Pascal Logier, parce que The Secret, Martyr et Dans une moindre mesure Saint-Ange, c'est des films qui sont assez Attends, je politiques. sais pas. Hein. Saint-Ange, vraiment dans une moindre On mesure, sait pas histoire de trop. dire, voilà, mais. On sait pas trop. Histoire de dire que Pascal Logier, c'est un voilà, cinéaste mais politique. comme Martyr et The Secret, en lequel il n'y a pas tout là-dessus. Sur The Secret, déjà l'histoire du film, ce que ça dit sur la. C'est surtout The Secret, Martyr, j'ai plus la sensation que l'aspect un peu politique et plus de l'ordre fétichiste, histoire de le rat de mystère, quoi. Ouais, histoire de personnifier en fait cette société secrète très inquiétante. Et mais C'est pas le cœur du film, non. même s'il y a quand même un côté
chair à canon pour servir les intérêts d'une caste supérieure. Oui, bien sûr, même s'il y a ce côté, j'irais pas jusqu'à dire marxiste, quoi, mais effectivement, voir cette métisse débarquer dans une famille de Bourges et les flinguer au fusil de chasse, ouais, il y a quelque chose. Mais surtout peu... une famille ricorée parfaite. Ouais. Et The Secret, par contre, pour le coup, il n'y a pas de. The Secret, oui, c'est plus. C'est un peu la Village, c'est plus évident. Mais tu voulais en parler toi ou tu veux nous poser des questions Non, on parlait des réalisateurs et je me suis dit, tiens, parce qu'en fait, on voit toujours le côté américain et tout, mais. Même tu vois, même pour pas dire Balaguerro aussi, tu vois, de l'Espagne et tout, il y a des réalisateurs peut-être plus proches de nous. Ouais, il y avait de ça dans Rec. Dans Rec, il y avait de ça. Il y avait avec ces couches de société dans l'immeuble. Ouais, il y avait de ça. Bon, après, on parle plus facilement des États-Unis. C'est juste parce que la production est beaucoup plus importante. Oui, et puis c'est aussi beaucoup plus ancré dans le cinéma américain. Bien sûr, Edward Gordon aussi, qui a sa fin de carrière. Parce que Del Toro, il a fait aussi des films, mais c'était sur le passé, donc du coup, c'est. Est-ce qu'on peut vraiment dire ce qui est intéressant chez Del Toro, c'est qu'il a transposé des choses de son Mexique natal dans l'Espagne, et aussi parce que il a beaucoup entendu. Il a pas vécu en Espagne, il n'a pas vécu tout ça, mais en revanche, il a son professeur de cinéma à la fac, je crois, ou d'histoire, je ne sais plus. Bref, était un ancien résistant antifranquiste qui est, comme beaucoup, avait émigré au Mexique et qui lui a raconté énormément d'histoires. Donc il a un peu fantasmé, on va dire, cette période noire de l'Espagne pour après la réinvestir dans ses films. C'est assez intéressant de voir quelqu'un qui s'approprie l'histoire d'un pays qui n'est pas le sien pour en faire le moteur de films très beau et très politique, c'est sûr. On a parlé de films très... t'as encore un dernier... Moi, j'avais un réalisateur. Hermanio. Allez, vas-y. Effectivement, on parle tout le temps de réalisateurs américains, mais il y a des choses intéressantes du côté de la Chine. Et bon, alors par contre, là, je sais, je vais être borderline au niveau fantastique. Je suis désolé. Ringo Lam. Non, Billy Tang. Billy Tang, avec quelques films que vous connaissez... Run and Kill, Red to Kill, Brother of Darkness et Dr. Lamb. Et en fait, qui sont des films, c'est plutôt de l'action, c'est ça? Plutôt c'est de l'exploitation, c'est de l'exploitation très trashouille, oui. Mais justement, moi, ce que je trouve intéressant avec Billy Tang, c'est sur 4 films, c'est clair. Et hop, racisme. sur 4 films, il a vraiment réussi à toujours garder cet aspect politique. Donc, je peux pas croire au hasard, même s'il y a ce côté un peu ambiance. Donc, j'explique le pourquoi du comment. Donc, c'est du catégorie 3. Donc, les catégories 3, c'est c'est moins 18 en France, quoi. Ouais, c'est l'équivalent du moins de 18 en France, on va dire. C'est arrivé en 88 et pendant à peu près un peu moins de 10 ans, je crois 9 ans, ça a été une période bénie. Car à partir du moment où on décidait, enfin à la base de catégorie 3, donc c'est interdit moins de 18 ans, il n'y avait rien pour aller au-dessus. Et des réalisateurs ont décidé de rentrer pleinement dans le catégorie 3, puisque à partir du moment où ils y étaient, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc du coup, on a une période faste. C'est devenu presque un argument marketing. Exactement. Et pendant de 91 à 94, je dirais, enfin voilà, il y a une période vraiment faste avec énormément de films où l'exploitation la plus vile. C'était pas souvent pour le cul en fait. Hein. Non, c'est plus souvent pour la violence. La violence et les idées un peu. Tout à fait. Et donc du coup, comme je vous ai dit, 88 jusqu'à 97, et en 97, il y avait la rétrocession. Donc en fait, pendant cette période de 10 ans, et donc surtout en 91-94, les réalisateurs, sans forcément le vouloir, en fait, arrivaient à retranscrire cette ambiance à l'approche de la rétrocession. Et on avait énormément de films sur des pétages de plomb. Beaucoup de psychopathes, des cannibales, des violeurs, voilà, politiciens. Toujours aussi avec une menace qui était assez proche des personnes. Une menace dans ton quartier ou même dans ta famille. Genre Brother of Darkness, c'est une famille qui découvre que il y a un psychopathe dans la famille. Et en fait, Billy Tang, lui, a toujours réussi à garder cette ambiance de l'époque, tout en gardant certaines idées. Une petite allusion à la place Tiananmen, l'immolation par le feu des moines dans Run and Kill, avec une des pires scènes du film d'ailleurs, qui est absolument atroce. On a toujours en face ce côté, on a l'étranger
l'intrus, l'inconnu, entre lequel on... Jason aussi, quoi, qui est pas de lui, mais... Ouais, mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Politique, un peu fiction. C'est encore autre chose. Mais du coup, Billy Tang, il a vraiment réussi à garder ce côté de la Chine qui va arriver, tu sais pas ce qui va se passer, elle va te manger, elle va te détruire, toi en tant qu'être humain. Ebola Syndrome, il y a beaucoup ça aussi. Il y a énormément ça. Le portrait des Hongkongais dans Ebola Syndrome, c'est... Et franchement, ces 4 films de Billy Tang sont... Enfin, c'est parmi les films les plus nihilistes que j'ai pu voir de ma vie, quoi. C'est noir, c'est D'ailleurs, c'est absolument incroyable. Avec catégorie 3, c'est l'enfer des armes de Chayar qui a, suite à sa sortie, qui a fait bon, il faut qu'on trouve un. C'est ça. Voilà, c'est ça. Qui est pas spécialement violent, l'enfer des armes. Il y a des scènes un peu violentes, mais c'est le propos qui était tellement nihilistes. C'est là le truc très intéressant, c'est que le film donc a été charcuté par la censure. Tuard qui a dû modifier le scénario, il a dû retourner des scènes. En fait, à la base, le groupe de 3 amis qui n'a rien à faire de sa vie, qui n'a aucun futur, décide de poser des bombes dans des cinémas, tout simplement. Ouais. Et en fait, la charge politique était un petit peu trop prononcée. Donc, Tuard qui était obligé en fait de ramener une sous-intrigue de terroristes, de trafic d'armes. Et leur impose de faire ça. Voilà, bon. Mais il a quand même réussi à garder les scènes qu'il avait tournées, les scènes fortes, comme la fameuse scène du cinéma. Et en fait, la censure, ce qui a gêné, c'est pas tant la violence, parce que par exemple le plan du lézard qui est quand même le chat décapité, le chat décapité, c'est pas ça qui a été censuré. Ce qui a été censuré, c'est toutes les idées contre le processus de rétrocession et qui donc pouvaient nuire à la politique actuelle, à la tractation. Et en fait, le film est pas tant une charge vraiment contre la Chine, c'est surtout une charge contre l'Empire britannique qui ne faisait rien. Voilà. Enfin bon, je vais pas rester 3 heures dessus. Concrètement, parce que là, tu viens de nous caser ton truc sur la catégorie 3, à l'air de rien. Être en catégorie 3 pour un film, ça fait quoi ? C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain âge pour aller le voir. Ça sort quand même en salle. Ça sort en salle, et c'était le X pour la France. D'accord. Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après la rétrocession, en fait, c'est pas tant une censure qui est arrivée, c'est une autocensure. Oui. C'est en fait il y avait quelque chose de latent où petit à petit les gens ont arrêté les débordements. Ils l'ont pas retiré, quoi. Non, voilà. Je sais pas si Dreamo était en catégorie 3. Ouais. Il me semble, ouais. Non, mais après, ça s'est tari d'un coup, quoi. Ouais. Naturellement. Chayar qui a essayé de continuer à glisser des petits trucs par-ci par-là. Hein. Je me rappelle dans le premier détective dit, le héros à la fin discute avec l'impératrice et lui dit on va quand même essayer d'y aller un peu plus mollo dans la façon dont on dirige le peuple. Enfin, il faut quand même essayer de c'est pas parce qu'on règne qu'on a les pleins pouvoirs. Enfin, je me rappelle plus exactement de ce qu'il lui dit, mais vu que le film était un de ses premiers gros blockbusters produits avec l'argent de la Chine Pop, je l'avais trouvé assez culotté à ce niveau-là. Le petit Chey. Et est-ce que comme en France, quand un film est catégorie 3, c'est la mort pour lui ou non, du tout. Voilà. J'ai l'impression que c'est plutôt enthousiasmant là-bas. C'est une époque où là-bas il y avait des VCD qui se vendaient comme des petits pains, etc. Ok. Donc c'était alors qu'en France, voilà, un film comme Grave, par exemple, si on prend un film politique récent en français, mais les films de 16 ans dans les années 90, c'était quand même autre chose en France. Oui, voilà. Mais maintenant, voilà, ne peut pas être diffusé avant une certaine heure à la télé. On peut même pas montrer l'image de sa bande-annonce dans un journal avant 20h, enfin avant 22h30, je crois. Okay. C'est problématique. On avance sur cette conversation. On s'était dit que ça pourrait être intéressant que vous partagiez vos films un peu moins connus, vos pépites. La 3e catégorie, du coup. Ouais, voilà. 3e catégorie. On fera des jingles. En fait, on rajoutera. Laurent, tiens. Alors voilà, Cyril mentionnait tout à l'heure Stuart Gordon, donc j'avais envie de parler de King of the Ants, un film de 2000, je dirais 2003, mais je me trompe peut-être. J'ai pas bien fait mes devoirs. De Stuart Gordon qui jusqu'à cette époque-là était surtout connu pour ses adaptations Lovecraftiennes rigolardes, comme Reanimator ou From Beyond, Dagon, même si c'est moins rigolard, c'est ça 2003, ouais. Waouh. La classe. Et donc. Il en veut plus, là. Wow. Je suis bon. Je me kiffe. Bon, allez, vas-y. Et donc, voilà. Et qu'on n'attendait pas sur le terrain du film
C'est quoi d'ailleurs King of the Ends? On sait pas trop si c'est du polar, du thriller, du film d'horreur psychologique ultra nihiliste. C'est l'histoire d'un jeune gars qui sait pas trop quoi faire de sa vie et qui enchaîne les petits boulots, et un jour on lui propose de surveiller, je sais plus, c'est un politicien je crois, et après cette proposition de le surveiller se transforme en proposition de le tuer contre une somme d'argent. Il accepte, il le fait en espérant gagner, après récupérer son pognon, sauf que ceux qui ont commandité le meurtre le séquestrent et lui menacent de tout révéler. Il le séquestre et il le torture très longuement, et quand il réussit à s'échapper, c'est devenu une espèce de déglingo machine à tuer qui va poser une revanche assez énervée. Et voilà, c'est filmé de façon très rough. C'est pas du tout stylisé. Le film a une violence. C'est presque un torture porn quelque part, dans le sens où le processus de torture montre la destruction psychologique d'un personnage. Et voilà, c'est un film politique dans le sens où on a un personnage qui n'a pas de vision dans la vie et qui devient une espèce de jouet d'un petit peu tous les gens néfastes qui sont autour de lui, et qui brosse le portrait d'une Amérique obsédée par l'argent, d'une Amérique violente, et que lui-même, pour finalement s'accomplir, va devenir encore plus violent que son environnement. Donc il y a une espèce comme ça d'engrainement, je ne sais pas si ça se dit, d'engrenage bien sûr, de la violence qui est une spirale dans laquelle tous les personnages s'enfoncent, et le film est parsemé de visions assez barjots. Quand notamment le héros se fait torturer, il a des visions complètement incroyable de femmes avec un pénis énorme. C'est bien barré. C'est assez peu connu. Le film est sorti en 2003, mais il n'est sorti en 2010 que en 2010 chez nous en DVD directement. Chez Opening. Une histoire marrante sur le DVD, c'est que le titre King of the Ants, donc le roi des fourmis, il était vendu en double programme en DVD avec un autre film avec je crois que c'était des bestioles qui attaquaient. C'était un double programme Attaque Animale, quoi. Je pense que les gens n'avaient pas vu le film, ils avaient juste vu le nom. Il y a des fourmis, là on a un truc avec des lézards. Et véridique, j'en ai du pack où c'est un film d'attaque animale et il y a King of the Ants dedans. Voilà, c'est bon. C'est l'anecdote qui sert à rien mais qui me fait rire. Et quand on se penche un petit peu sur le passé de Stuart Gordon, on s'aperçoit que le film n'est pas un hasard, puisqu'il avait mis pas mal de pièces de théâtre en scène, pièces de théâtre à caractère social. Donc il est finalement retourné à ses premières amours, et ça a été en fait le premier film d'une trilogie qui a été suivi donc par Edmond et ensuite par Stuck, dont je crois que Fausto voulait nous parler. Non, t'en avais pas forcément. Pas du tout. J'avais noté Stuck. D'accord. Du coup, Laurent, il lit toujours les post-it, faut se méfier. Bah ouais. Non, en tout cas, on peut évoquer vite fait du coup Edmond, qui est aussi un film très politique, sur l'histoire d'un kidam pas très William Chasmacy. Tout à fait. Qui, pareil, un mec. T'es en train d'en parler d'un deuxième, beaucoup on avait d'envergure. Ah, c'est clair. Vite fait, voilà, un mec qui a pas beaucoup d'envergure et qui, pareil, qui part dans une Sinon, spirale Véronique, de toi, violence. alors, en fait. De saut 1, de saut 2, de saut 3, de saut 4. Et enfin, Stuck, avec ce pitch quand même assez fou de jeune demoiselle qui renverse un clochard Qui en rencontre un voiture. mec mortel. Et, Pas mal. et qui renverse un clochard avec sa voiture, et ce clochard s'encastre dans son pare-brise. Elle Mais croit qu'il est s'incruste dans mort. sa vie, Et du voilà, coup. elle croit qu'il est mort. Elle ramène la voiture chez elle dans son garage fermé. En fait, le clochard n'est pas mort, mais est toujours coincé dans le pare-brise, et s'ensuit une espèce de dialogue assez incroyable entre ces deux personnages. Donc voilà, une trilogie de Stuart Gordon, trilogie très politique, de films coup de poing que je vous conseille si vous ne les avez pas vus. Véronique. Ah, c'est moi tout de suite. Comme ça, c'est plus simple. Alors moi je vais faire plus court, comme ça on va rattraper le timing. Non, moi j'avais noté La Servante écarlate. Attendez, je vais lire le titre parce que évidemment j'ai trouvé un nom de réal hyper dur à dire comme j'ai des problèmes de diction. C'est Volker Schlondorf. Voilà. Et donc en fait ça se passe dans un futur imaginaire, n'est-ce pas, où il y aurait eu une attaque chimique et la plupart des femmes sont devenues stériles. Du coup, celles qui ne le sont pas sont réduites à l'état d'esclaves sexuels. Des pondeuses. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, je trouve que ça a un écho actuellement. Donc c'est clairement politique, hein, c'est pas du tout. Enfin voilà quoi, c'est
c'est toujours les castes, les riches, les pauvres, les gens qui sont exploités, voilà. Et en plus, je trouve qu'aujourd'hui, il y a les problèmes, l'assistance programmée, de gestation programmée, ça pose ces questions-là aussi, c'est-à-dire que du coup, là, on voit vraiment pousser à l'extrême, c'est-à-dire qu'en fait, des femmes qui sont capables de faire des enfants doivent faire des enfants pour les autres, pour la sauvegarde officiellement de l'humanité, mais en fait, on les exploite complètement comme on exploiterait n'importe quel esclave en fait. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc, je vais pas vous spoiler la fin, mais il y a quand même une note positive. Et c'est vrai qu'on en parlait du coup en préparant le podcast. Et c'est vrai que les Fils de l'homme, c'est un peu aussi, c'est un peu la même thématique du coup du fait que l'humanité à un moment donné puisse basculer dans la stérilité et du coup s'être autodétruit elle-même. Et finalement, dans ce film-là, qui est quand même beaucoup plus sombre finalement que Les Fils de l'homme, c'est assez glauque, hein, franchement, je vous conseille de le voir. En fait, du coup, ça fait en sorte que la femme, elle est complètement objetisée en fait, et il n'y a pas du tout de. Elle l'a bien cherché. Il n'y a pas du tout de rébellion attendue parce que c'est sous prétexte que c'est pour la bonne cause du coup. Voilà, c'est pour une bonne cause. Donc la cause, l'humanité prend le dessus. Mais c'est aussi sur comme des le fermes respect, en fait, comme s'il y avait des élevages en batterie de femmes et tout. Non, c'est un peu plus subtil que ça. C'est un peu Calmos à l'envers en fait. Mais Calmos, c'est quoi ce film? Excellent film. Un film féministe. Féministe. Voilà, les films mais politiques. un film politique complètement. Mais pas fantastique, non. Si, ça finit dans un vagin géant, donc c'est. Très bien. Bon du coup Xavier, puisque t'as la parole, t'as gagné. Vagin géant, Xavier. Ah oui, vagin géant. J'ai essayé d'élever le sur la condition féminine. Ça rebondit très bien dans le vagin géant, rebondit très bien. Ça va être compliqué là. Mon Dieu. En fait, moi à la base, j'avais plein d'idées de films. Je vais passer très rapidement sur 1984 parce que tout le monde connaît. Sauf que moi, je voulais juste souligner que la meilleure version est la version de 56, je crois bien. Enfin, c'est ça avec Peter Cushing et Donald Pleasance. C'est un téléfilm de la BBC. Sa meilleure adaptation, la plus fidèle, regardez-la, même si elle est un petit peu dure à trouver. En film... Threads. Threads. Tu peux en parler de ça? Threads. Non mais arrête de choisir. Mais laisse-le parler de ce qu'il a envie de parler. Mais toi tu peux en parler aussi. Mais effectivement, il a raison. Ce film, je connais bien, je sais qu'il adore ce film et il a oublié qu'il y avait ce film-là en fait. C'est vrai, je n'ai pas pensé à Threads. Oh là là, Threads. C'est indien ou chinois? Non, c'est pas un téléfilm. C'est anglais. C'est un téléfilm anglais qui a en fait traumatisé des générations. Et pourtant considéré comme, je crois que c'est même considéré comme le téléfilm le plus apprécié en Angleterre de l'histoire de la télévision. C'est de Star Wars? Non, du la bombe. Du tout, non. Ah non, tu confonds Valkyrie, c'est tu confonds la bombe. En fait. Ouais, et en fait, Threads. Alors, j'aime bien raconter ma vie, donc du coup, je vous raconte l'histoire. C'est un ami en commun avec Cyril qui m'avait présenté le film. Laurent, pour ne pas le citer, qui m'avait conseillé de regarder ça à un moment où j'étais particulièrement jovial, et si possible à un moment assez avancé de la journée, parce que j'allais pas apprécier ce que j'allais voir. Évidemment, n'en faisant qu'à ma tête, je l'ai regardé au réveil à 9h du matin. J'ai déprimé toute la journée. En fait, Threads est en fait une sorte de film documentaire, on va dire, qui a été... en fait, le réalisateur s'est beaucoup documenté sur ce qui pourrait arriver dans le cas d'une explosion atomique sur Londres. Et dans l'Angleterre. Et tout le film est montré de la manière la plus sèche, la plus froide possible. On est vraiment dans le domaine limite du scientifique. On va voir en fait les conséquences de cette explosion nucléaire, non pas comme on a l'habitude de le faire sur une période relativement courte, mais sur plusieurs années. Sur tout ce que ça va amener en fait en modification sur un peuple. Donc le passage avec, il me semble en fait qu'ils vont carrément virer sur l'autarcie la plus totale, ou à moins qu'elle soit imposée par les autres pays, je ne sais plus. On va voir le changement psychologique des personnes, parce que certes il y a eu tout le passage physique sur les radiations, etc. Et en fait l'avancée va aller d'un point de vue social va aller à un point tel qu'on va même commencer à te parler de l'impact sur la communication, sur la manière de parler, comment tes enfants vont grandir. Parce que naturellement, sur un truc, dès qu'on parle de bombe atomique, on pense tout de suite mutants, déformations. Il y a. Mais ce n'est pas que ça. Le trauma aurait fait comme ça. C'est même la déformation de la société qui pourrait avoir lieu. Et le film est tétanisant, quoi. Regardez-le.
C'est absolument incroyable. Je crois que vous avez rien vu d'aussi déprimant, d'aussi froid, d'aussi dur de votre vie. Et c'est passé à la télévision, donc anglaise. Je crois que ça passe tous les ans en fait à la télévision. Depuis, parce que je sais qu'à l'époque quand c'est passé sur le BBC, ça, comme tu disais, ça a marqué tout le monde. Nous on a le gendarme de Saint-Tropez, ils ont ça quoi. Non, c'est absolument incroyable quoi. Regardez, vous l'avez pas diffusé une fois? On l'a passé à Hallucination Collective, on l'a passé en 2011. Ah ouais, c'est Musique sur la bombe atomique. Les gens devaient sortir mais blancs. Bah, c'était à la projection. Oui, j'ai été fait. Ouais. C'était le premier film d'une longue série de films déprimants qu'Hallucination Collective passe d'édition en édition, voilà. Type Requiem pour un massacre, ce genre de choses, où tout le monde sort en se regardant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah du coup Fausto. Attends, on va choisir ton film derrière. Non, j'ai pas choisi. Il cherchait un film et je sais que celui-là il l'adore, donc c'est ça que j'en ai. Non, tu as raison. Alors, rappelle-moi, là, c'est La Pépite méconnue ou c'est non, c'est Ta Pépite là. D'accord. Bah non, en fait, je vais faire hyper court parce que le film est très clair et puis j'ai pas envie de paraphraser tout ce qui est dit dans le film, mais c'est Meurtre sous contrôle de Larry Cohen. Ah oui. Voilà, God Told Me To, pardon. Told. Il y a eu un God Told Me One en fait. Et non, c'est un excellent film qui aujourd'hui peut-être plus que jamais fait vraiment froid dans le dos puisque c'est un film où, pour pitcher très rapidement ce qu'il se passe, une série d'attentats. Je dis attentats, ça peut être un tireur qui est isolé sur un toit et qui fait feu, ou d'autres types d'exactions diverses et variées. Tous ces terroristes en fait sont comment dirais-je, manipulés par une force supérieure qui n'est autre que Dieu et qui leur demande donc d'agir ainsi. Voilà. Je pense que tout est dit et tout est hyper clair et le film aujourd'hui, en tout cas à la lumière de ce qui se passe depuis maintenant quelques mois voire quelques années, est toujours aussi puissant et part en plus dans une direction métaphysique à la fin qui est assez hallucinante et qui a beaucoup marqué un réalisateur comme Gaspard Noé qui a longtemps caressé l'idée d'en faire un remake. Ce qui est plutôt une bonne idée par ailleurs, puisque Larry Cohen est un excellent scénariste, un excellent metteur en scène aussi, mais il est un peu faillible en termes de réalisation par moment. Ses films sont bons parce qu'ils sont un excellent tout, avec une très bonne interprétation. Là, je crois que c'est Tony Lobianco, si je me plante pas. Ouais. Un très bon scénario et effectivement une très bonne musique aussi. Bad Guy, je ne sais plus le nom de cet acteur qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a un visage incroyable. Ah, c'était pas putain merde. Richard Lynch. Richard Lynch, absolument. Voilà, ouais, c'est ça. Absolument. Moi, je trouve que c'est le meilleur film de Larry Cohen. Oui, carrément. Carrément. Richard Lynch, qui d'ailleurs, il me semble, s'était immolé par le feu, ce qui explique son visage. Ah, c'est pour ça qu'il... Oui, il me semble qu'à un moment, il a... J'ai cru une mauvaise acné. Ouais. Non, je crois que c'était une action politique à la base et qu'il s'était immolé par le feu. À vérifier dans les fact-checking, bien évidemment, mais il me semble que c'est ça. Cyril, Ta Pépite. Donc, Mortal Kombat. Je nage pas l'affaire. Voilà. Non, moi j'avais un film d'ailleurs que je voulais voir depuis des années, que j'ai découvert récemment grâce à la Cinémathèque française et une rétrospective Joe Dante. C'est The Second Civil War. Donc un film à la base qui n'est pas un film pour le cinéma qu'a fait Dante, mais un film pour la télévision, pour HBO, mais qui a eu droit quand même une sortie salle dans certains pays et qui raconte en fait comment un État, vous savez que les États-Unis c'est donc plusieurs États, enfin qui sont réunis ensemble là et qui sont autour des lois communes et tout, et c'est un de ces États qui décide de faire sécession par rapport aux autres et de faire ses propres lois, et comment les autres États vont réagir, et donc comment ils vont créer en fait une guerre civile en interne, et on va voir l'évolution de tout ça se créer peu à peu, et c'est comment les médias amplifient tout ça en fait, et voir ce film à notre époque avec justement, désolé Fausto de dire ça, mais l'arrivée de Trump, les dissensions qu'il y a aux États-Unis, même entre les gens qui sont contre et pour, on a même à l'intérieur du pays, de voir l'émergence de ces télévisions, ces networks qui passent à l'époque c'était moins évident que maintenant, mais ces chaînes d'information en continu qui nous abreuvent d'images tout le temps et tout, qui arrivent à façonner des opinions politiques et des opinions, on va dire, du pays, enfin des opinions publiques. Et voilà, donc ce film-là, je trouve horriblement d'actualité, alors qu'il a été fait il y a presque maintenant plus de 20 ans, donc même 30 ans quoi. Non, peut-être pas 30 ans. Sur les années 90. Ouais, milieu des années 90, et donc voilà, donc c'est un film très très politique d'un réalisateur qui ne l'est pas forcément moins, Joe Dante, qui s'est toujours été un peu caché dans son cinéma, mais c'est pas non plus quelque chose d'anodin chez lui, la politique, et c'est un film vraiment flippant. C'est pas fantastique dans le sens surnaturel, mais c'est une utopie, enfin c'est une sorte de dystopie, voilà.
et qui aime bien avec le coup d'œil. Donc alors pour le voir, c'est un peu la galère. Il y a un DVD américain qui existe. Il y a un DVD français aussi. Un DVD français, bah voilà, magnifique. Sorti par Fridolfin. Ah bah merci Fridolfin. Je sais pas s'il est encore dispo, hein, mais voilà. Est-ce que ça s'appelle Paris en français? Ouais. C'est quand il va le voir. Voilà. Donc c'est l'occasion de voir ce film-là de Joe Dante. Je vous le conseille fortement. C'est assez mortel. Et pour info, Richard Lynch s'est bien cramé. Mais en fait, il était sous LSD. Donc, C'était presque ça. C'était un acte politique, la prise de LSD est un acte politique. Ouais, mais moi c'était plus classe quand je te disais. Ouais, c'est vrai. Toi, tu casses tout. Dernière catégorie rapidement, parce qu'en plus on n'a pas tous trouvé des trucs à dire là-dessus, enfin moi en tout cas. Est-ce qu'il y a un film que vous trouvez plus politique qu'il n'y paraît? C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air d'être politique, mais en fait oui. Mortal Kombat. Voilà, par exemple. Moi j'ai un film chinois. Ah voilà. Je suis désolé, hein, c'est pour moi les Chinois. John Banga. Je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup. Et hop, racisme. Attends, j'ai notre boisson quoi. C'est pas facile. Hein. Je cherche. Non. En fait, c'est justement celui-là tombe à point sur le film politique, enfin plus politique qu'il n'y paraît, parce qu'en fait à la base c'est mon dessin animé préféré de quand j'étais petit. Et en fait, j'ai découvert à l'âge de 15-16 ans qu'il y avait un message politique derrière. Dans les bisounours, c'était sûr? Non, Le Roi des Singes de Wen Lai-ming de 65, qui est un dessin animé. J'aime bien le deuxième titre qu'il a des fois, qui est Le Roi des Singes contre l'Empire Céleste. Et en fait, le message politique vient juste d'un détail. C'est vraiment un détail. En fait, Le Roi des Singes, c'est un long roman fleuve philosophico-road trip très connu en Asie. Et en fait, les adaptations qui sont faites autour de ce roman sont toujours des passages particuliers. Voilà. Un peu comme au bord du fleuve. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau, oui, tout à fait. Ouais. Et oui, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, sur Le Roi des Singes, il y a vraiment deux parties. Il y a une première partie où le Roi des Singes va naître, vivre sur Terre, devenir le roi des singes, acquérir de plus en plus de pouvoir à un point tel qu'il devient l'égal des dieux, et à ce moment-là va commencer à vouloir foutre le bordel au palais céleste. Cette portion-là est ensuite suivie par un passage où Bouddha va mettre le holà et va l'emprisonner. C'est notamment le passage illustré par Stephen Chow dans le diptyque Le Roi Singe. Tout à fait. Et donc du coup, pour ce dessin animé, ils ont préféré adapter juste cette première partie où le Roi des Singes va monter en puissance et va vouloir s'attaquer au Palais Céleste. Et le petit détail particulier qui change toute la saveur du film, c'est que l'empereur de Jade est en fait une sorte de caricature de Mao. D'accord, ok. Voilà. Les singes, c'est le peuple. Exactement. Et là, d'un seul coup, le réalisateur s'est toujours défendu d'avoir fait un film politique. Je pense plus pour sauver sa vie qu'autre chose. Mais franchement, quand on voit le film, c'est pas possible, quoi. Voilà. L'empereur de Jade, tu lui fais pas une tête pareille si t'as pas un message politique derrière. Hein. Il n'y a pas de hasard. Et vraiment, d'un seul coup, quand on tilte sur ce truc-là, tout le film, d'un seul coup, mais il y a un message politique mais énorme qui en découle. Donc voilà, quoi, regardez-le. On a toujours l'impression que c'est un film pour enfants, et en fait, pas du tout. T'as calmé tout le monde. Il faudra faire un podcast sur la vie de Xavier, parce qu'il a vu des films chinois d'animation quand il était enfant. Je ne sais pas qui sont ses parents, mais c'était les moins chers, donc ça se trouve c'était. Fausto, t'avais une idée toi là-dessus? J'avais deux idées, mais je vais rester sur une. En fait, je voulais parler de Tokyo Tribe, mais finalement, je ne vais pas parler de Tokyo Tribe, mais qui est assez intéressant dans son sous-texte politique concernant le Japon expansionniste, etc. Mais non, très basiquement, juste mettre le doigt sur un réalisateur qu'on n'a pas évoqué dans ce podcast, mais qu'on a déjà évoqué dans un récent podcast, c'est James Cameron. Pourquoi ? Parce que c'est le cinéaste marxiste par excellence, et que dans un film comme Aliens, la fin, c'est ni plus ni moins la revanche prolétaire et féministe, à savoir un personnage de femme dans une machine qui est destinée donc à soulever une pure machine prolétaire, une machine d'ouvriers, et elle affronte un alien. Et pour moi, c'est symptomatique de son cinéma, c'est vraiment le symbole ultime. Une nana dans une machine de prolo, voilà, c'est vraiment ça à Cameron, quoi. Et après, ce sera encore une fois. C'est une reine, du coup. Face à une reine, c'est vrai qu'on peut aussi pousser l'analyse jusque là, mais Cameron, qui est souvent caricaturé, en tout cas par ceux qui apprécient peu son cinéma, comme
justement étant un réalisateur voué au grand capital, faisant des films hyper commerciaux et uniquement basés sur un spectacle pyrotechnique, eh bien il y a quelque chose dans son cinéma qui est de l'ordre effectivement du pur marxisme, sachant que lui-même a eu un passé très prolo, donc c'est assez cohérent. Du coup, si je peux me permettre, ça me fournit une transition rêvée pour mon propre film plus politique qu'il n'y paraît, puisque c'est Alien. True Lies. C'est le même. Puisque c'est Alien, le 8e passager de Ridley Scott, qui est un film que vous connaissez tous, qui est considéré, qu'on a beaucoup, on a beaucoup parlé de films de maisons hantées dans l'espace à propos d'Alien. Ce dont on parle un petit peu moins souvent, c'est tout le contexte, on va dire, commercial du film, c'est-à-dire le rôle de ces personnes, de ces héros qui sont dans un vaisseau minier, qui transportent des minerais, qui sont au service d'une compagnie et qui sont du coup sacrifiés en fait par cette compagnie pour que la créature soit ramenée. Le seul être synthétique du vaisseau va être au service de cette compagnie Weyland-Yutani, qui n'a pas de visage jusqu'à Prometheus, mais jusqu'à maintenant elle n'avait pas de visage, cette compagnie, quoique un peu dans Alien 3 où on voyait quelques sous-fifres asiatiques à lunettes de soleil, il me semble, arriver à la fin avec une nouvelle version de H. Mais en tout cas voilà, dans le premier Alien, celui qui va exercer les directives de cette compagnie sans visage, c'est un être synthétique qui va essayer de sacrifier le reste de l'équipage et Ripley pour mettre la main sur cet organisme parfait, perfect organism. Voilà, donc il y a une charge quand même dans ce film contre un capitalisme sans visage qui sacrifie les prolétaires, les ouvriers pour le profit. Donc c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup à propos d'Alien, mais ça mérite d'être souligné parce qu'en plus c'est quand même un des ressorts dramatiques du film de faire de H le bad guy, puisque l'alien lui au moins c'est sa nature, voilà, c'est une créature qui vit pour tuer, c'est comme ça. En revanche ta compagnie choisit sciemment de sacrifier ses employés, donc finalement c'est certainement elle la vraie méchante du film. Voilà. Cyril? Voilà, donc moi j'avais pas d'idée et c'est Fausto qui m'a soufflé un de mes films d'ailleurs culte qui pour le coup est peut-être c'est plus évident que vos exemples à vous, mais bon, je trouve que ça mérite d'être cité. C'est Candyman de Bernard Rose en fait, qui à la base qui pourrait être considéré comme un simple film de boogeyman, un tueur fantastique qui fait peur à des gens, Boogeyman qui apparaît, quand on appelle 5 fois dans un miroir il apparaît pour vous tuer. Donc ça c'est la base du film. En fait ça parle plutôt effectivement de la pauvreté des banlieues américaines. Ça se passe à Chicago, dans la cité de Cabrini Green, qui est une sorte de cité hyper dangereuse, je crois, où seuls les gangs peuvent rentrer. Enfin, c'était vraiment l'horreur de vivre là-bas, et on y suit donc la création d'un monstre, d'un tueur surnaturel qui est en fait un noir qui a été accusé d'avoir couché avec une blanche et qui a été brûlé par les habitants locaux, et on lui a coupé, scié la main droite et on lui met un crochet à la place. On l'a brûlé et du coup il revient pour et ça se passe principalement, le film se passe entièrement dans 80% dans ces décors délabrés des cités les plus dégueulasses aux États-Unis, où vraiment vraie cité qui existait et qui était un vrai coup-de-gorge. Voilà, et des vraies familles vivent dedans et c'est complètement délabré, dégueulasse et tout, et le film offre des décors et des situations. Je trouve ça absolument dingue. Je trouve que il y a rien de plus beau d'un point de vue horreur que l'urbanisation, que l'endroit où vivent les gens réellement et tout. Je trouve que les plus beaux films d'horreur sont les films urbains. Souvent, moi, c'est ce qui me plaise le plus, quoi. Je trouve qu'il y a une sorte de gothisme qui dit pas son nom, quoi. Et le film offre des séquences sublimes. Il y a des séquences où, par exemple, Virgil Madsen rentre par un trou dans un mur, et en fait on voit le contre-champ de l'endroit où elle sort, et nous on voit d'où elle sort, mais elle le voit pas, et c'est une peinture, une sorte de graphe, donc pareil, l'art de la rue, quoi, un graphe énorme de Candyman, et elle sort par la bouche de Candyman, et nous on découvre ça, elle le voit pas encore, et je trouve ce plan sublime. Et voilà, c'est ces décors et c'est cet imaginaire qu'ils ont créé que je trouve le film est plus poétique qu'il n'est paraît, même si pour le coup c'est quand même moins, c'est comme plus flagrant que vos exemples à vous, mais bon, je vous emmerde. Non, puis il y a un côté aussi abandon total par le gouvernement et par l'État de ces zones. C'est des zones de non-droit. Qui sont devenues aussi des zones de non-droit à cause du chômage, à cause de. Et en plus il y a un tueur qui vient me faire chier. Voilà. Très grand film.
Bon, merci. Vous avez d'autres films en tête à ajouter ou Tokyo pas de Drive, j'aurais dit, frustration? sinon. C'est Le bon. mort-vivant de Bob Clark. Ah oui. oui. Voilà. Excellent film. Ok. Bon. Bon, bah moi j'en avais pas, donc on enchaîne. Mais je l'avais noté celui-là, si j'avais su, je l'aurais. En plus, il est quand même évidemment politique, je trouve. Complètement, Oui, voilà, oui. complètement. Et un projet de remake était un temps annoncé, et c'est resté lettre morte, mais il devait avoir une version Irak. plus contemporaine, effectivement, Ouais. avec un vétéran de l'Irak. C'est Bob Clark qui devait la produire, je crois. Il était dans la production. Et est-ce que c'est pas d'ailleurs sa mort tragique dans un accident de voiture qui a en partie arrêté le projet? il me semble. Peut-être, mais effectivement, c'est un truc qui a traîné pas mal de temps. Ouais. Bon, en tout cas, même si vous écoutez ce podcast, j'espère que vous n'êtes pas fait spoiler Get Out comme moi. Dernière chose avant de terminer, si vous n'avez pas eu la chance d'être à l'ouverture du 6e PIF, donc le festival international du film fantastique de Paris, il y avait The Autopsy of Jane Doe qui sort en salle le 31 mai. Jendo, mais t'es d'où? Jane Doe. Vous dites quoi, vous? Jendo. Ah bon, on dit Ouais. pas Doe? Non. Bah non. Do. Ah bon, Comme, d'accord. aussi, comme Homer Simpson. Comme dans Seven, le personnage, si le méchant s'appelle John Doe. John Doe. Ouais, John si Doe. vous voulez, ouais, ok. Ça ferait moins peur. Le tueur, c'est lui. Bref. C'est John Doe. De toute façon, c'est plus ça le titre. C'est Bah non, The Jane Doe Doe Identity. Identity. Voilà, Voilà. c'est pas la suite de Bourne Identity, Et, vous trompez pas. c'est vraiment un super film. Moi, je pense que je vais retourner le voir en salle le 31 mai parce que j'avais adoré. Donc, Ça dépend, ça donne pourrez-y. de l'argent au pif ou pas? Non? Si on y Ah, retourne. je sais pas, Non. c'est Indirectement, oui. D'accord. c'est vrai. Ok. Bon bah allez-y alors. On va tous y aller. Ah merci, à bientôt. Bientôt. Tout. Au revoir. Kikou.